capsule numéro 2 donc, de cette séance consacrée à l'utilisation d'intelligence artificielle dans le monde du travail. Je vais m'appesantir particulièrement sur la question de l'emotion tracking, ce qu'on appelle l'informatique affective, et son utilisation à la fois pour les embauches et pour la gestion des ressources humaines. La question des embauches par algorithme est une question relativement pressante, parce qu'évidemment, certaines entreprises reçoivent énormément de CV, et la question qui s'est assez rapidement posée pour ces entreprises-là, c'était de savoir si on pouvait automatiser le partage de ces CV entre, évidemment, les dossiers intéressants et les dossiers qui sont complètement hors champ. Une compagnie comme L'Oréal, par exemple, reçoit environ 2 millions de CV par an. Il y a évidemment énormément de ressources dans le département des ressources humaines qui sont déployées pour gérer ce flux énorme de CV. Et l'idée, c'était évidemment donc de faire ce partage informatique des dossiers pour se focaliser davantage à la fois sur la gestion des ressources déjà embauchées ou sur des embauches plus qualitatives avec évidemment des entrevues en personne qui seraient éventuellement effectuées par la suite. Donc la compagnie L'Oréal, en l'état, utilise ou utiliserait la solution Seedlink, qui est une solution qui est fondée en grande partie sur des technologies d'apprentissage machine, puisque l'idée de Seedlink, c'est d'établir une base de données composée des réponses à des questions posées aux employés déjà en poste, qui leur font décrire les compétences nécessaires pour accomplir au quotidien leurs tâches. En fonction de cet amas de réponses, évidemment le système est entraîné sur ces données-là, et on compare le modèle qui sera établi à partir de cet entraînement avec les réponses des candidats à des questions similaires. L'idée étant évidemment de faire un comparatif entre les réponses des candidats potentiels et les réponses des employés déjà en poste. Vous voyez, j'en suis sûr, déjà émerger un certain nombre de problèmes au niveau de cette utilisation de systèmes d'apprentissage machine. Le premier, c'est évidemment la reproduction d'embauches d'individus déjà embauchés précédemment. Mais pour certains juristes, ce qui m'a surpris dans mon analyse et dans ma préparation de ce cours, c'est qu'ils voient de tels systèmes comme étant au contraire avantageux pour éliminer les biais. C'est évidemment en fait l'inverse qui se passe. On sait que le langage est un outil de discrimination assez conséquent, on sait qu'il existe de nombreuses façons différentes de s'exprimer, qui caractérisent à chaque fois un groupe social, souvent même un genre, des préférences sexuelles, religieuses, etc. Puisque le langage est constitué de marqueurs genrés et ethniques, mais plusieurs recherches à cet égard, Irvine 89, Blodgett et Barocas, Domé et Alter de 2020. Ces systèmes reproduisent donc en fait les biais dans l'embauche en sélectionnant des individus similaires et portent, c'est ça qui est intéressant, une discrimination qui est indirectement fondée sur le genre, sur l'ethnie, les préférences sexuelles, etc., qui donc est difficilement caractérisable en droit, puisque la discrimination basée sur des éléments de langage traités par boîte noire serait évidemment extrêmement difficile à argumenter devant une cour. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est... ça demanderait une lecture assez extensive des critères de discrimination à cet égard. La manière de parler, évidemment, ne constitue pas encore une catégorie juridique protégée par la Charte des droits. Au-delà de cette question des embauches, on a un certain nombre de solutions informatiques qui sont basées et de plus en plus basées sur ce qu'on appelle l'informatique affective, l'affective computing, et l'emotion tracking.
On a eu notamment déjà en place des solutions comme Office 365 ou même le système Zoom, hein, qu'on utilise nous dans le cadre de ce cours, qui avait un système d'évaluation par exemple du degré d'attention des utilisateurs pour permettre notamment de monitorer évidemment les salles de cours, les travailleurs d'entreprise, etc., etc. On a d'autres systèmes plus performants, plus développés, qui proposent tout un tas de solutions annexes, qui analysent par exemple la démarche individuelle, la posture, l'intonation, les traits du visage, etc. Si la personne est heureuse, en colère, bref, tout un tas d'évaluations qui sont en tant que telles assez problématiques parce que souvent, la plupart de ces éléments ont une grande dimension culturelle. Si vous comparez par exemple les traits du visage dans des pays comme la Russie par exemple, par rapport à un pays comme les États-Unis, vous allez avoir des traits de visage complètement différents qui ne vont pas dénoter du tout du même type de sentiment. Le sourire est beaucoup moins commun en Russie, ce qui ne veut pas nécessairement dire que les personnes sont forcément moins heureuses là-bas. De la même manière, certaines intonations dans des milieux culturels comme en Chine par exemple, ne vont pas être traitées du tout de la même manière et ne vont pas du tout avoir la même signification qu'au Canada. Ce qui peut être évidemment problématique lorsqu'on a l'embauche de minorités qui viennent de différents pays, notamment dans les cadres d'embauche de personnes immigrantes, qui peuvent avoir des comportements au travail et des attitudes qui ne sont pas lues par des systèmes tout de suite comme étant... qui sont lus par le système de manière fautive, alors que l'attitude n'est pas du tout censée dénoter cette lecture par la machine. On parle d'approche prédictive des comportements, hein, ce qui est un sous-champ de ce qu'on appelle les People Analytics. Évidemment, la question qu'on doit se poser, nous, c'est ce que dit le droit face à ce genre de pratique. On sait qu'en principe, ce que j'ai vu notamment dans la capsule précédente, qu'un employeur exerce normalement la direction et le contrôle des employés, hein, c'est l'article 2085 du Code civil, mais on a d'autres dispositions codifiées, notamment l'article 2087 du Code civil du Québec, qui dit que l'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. On peut se demander si une telle disposition ne serait pas contraire à l'utilisation de People Analytics. Mais en fait, on a surtout l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui dit que tout employé a droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité. De telles dispositions du Code ou de la Charte des droits et libertés de la personne pourraient-elles s'opposer à l'utilisation d'informatique affective ? La question se pose, mais en réalité, comme on va le voir un petit peu plus tard, cette question est en réalité déjà traitée par la jurisprudence, même s'il n'y a pas de solution jurisprudentielle précisément sur l'informatique affective. On a des cas où l'analogie peut tout à fait être faite et qui tendent plutôt à exclure un fonctionnement adoubé par la jurisprudence et une adoption massive d'informatique affective, en tout cas au Québec. Je vous donne quelques exemples avant de passer plus sur la question de la jurisprudence. L'entreprise Workday, l'entreprise également Vibe. L'entreprise Workday utilise un système qui analyse environ 60 facteurs pour prédire quels sont les employés les plus susceptibles de quitter leur emploi, par exemple. Donc évidemment, ce serait aussi possible d'utiliser ce genre de système à l'embauche et ainsi éviter d'investir dans quelqu'un qui n'aurait pas vocation à rester dans l'entreprise. Ça peut exclure évidemment les personnes qui seraient dépressives, par exemple, d'être recrutées à l'embauche, ce qui est une manière de rejoindre
une protection des données de santé. On voit tout un tas de problématiques qui émergent à cet égard, évidemment, puisque ce n'est pas a priori, l'évaluation de votre niveau de bonheur n'est pas par une machine, n'est pas en tant que telle directement reliée à une donnée de santé, mais on pourrait se poser la question de savoir si ça serait pas une bonne idée d'étendre la lecture de ces données de santé à cet égard. Également, l'entreprise Vibe qui propose d'évaluer le moral des employés en analysant cette fois l'intranet de l'entreprise, ce qui permet un petit peu de contourner un certain nombre de dispositions légales et jurisprudentielles pour, soi-disant, c'est l'argument évidemment de l'entreprise Vibe, pour garder les employés satisfaits. On ne peut pas être contre la vertu, donc ce serait difficile d'aller contre, surtout lorsque ce sentiment analysis est présenté comme un moyen de protéger la santé des salariés. En tous les cas, on peut évidemment considérer que cette capacité prédictive constitue bien sûr une forme de direction et de contrôle au sens de la loi. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a donc en tant que tel une jurisprudence assez foisonnante et constante sur des dispositions similaires à l'informatique affective qui tendraient donc plutôt à exclure l'utilisation d'informatique affective, du moins de manière constante par les employeurs. En effet, à jurisprudence constante, le Québec estime qu'un employeur ne peut pas surveiller à l'aide d'un moyen électronique constamment ses employés. On a plusieurs arrêts à cet égard. Arrêt métallurgiste uni d'Amérique, section locale 7885 et Fabre-Imney, du tribunal administratif de 2010. Syndicat d'écoles bleues regroupées de Montréal, section locale 301 et Montréal. Tribunal administratif une décision qui date de 2005, également syndicat démocratique des employés de garage du Saguenay, et 9034, je vais pas tout vous lire, une autre décision de 2013, une autre décision de 2000. On a surtout un refus de l'utilisation d'un système de surveillance utilisé par l'employeur lorsqu'il a pour objectif principal de contrôler le rendement ou la productivité des employés. C'est peut-être cet ensemble de décisions qui est le plus intéressant à mettre en parallèle avec l'utilisation d'informatique affective, syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada, et Cummins Est du Canada, décision de 2007. Donc un système de surveillance ne peut avoir pour objectif principal de contrôler le rendement ou la productivité des employés. Il s'agira évidemment de voir si des systèmes d'informatique affective sont estimés comme étant un moyen de contrôler le rendement ou la productivité des employés. La lecture peut être faite, en tout cas ça peut être argumenté clairement. Généralement, la surveillance est reconnue comme légitime par la jurisprudence lorsqu'elle repose sur des motifs réels et sérieux, et surtout qu'elle n'est pas constante. Par exemple, filmer l'entrée et la sortie d'un lieu de travail, ça peut être justifié. On estime qu'il peut par exemple y avoir des motifs réels et sérieux pour protéger par exemple un entrepôt contre les vols par exemple. Dans ce cas-là, elle serait estimée comme légitime. La surveillance, par exemple, interne à l'intérieur d'un entrepôt, même s'il y a des personnes qui y travaillent constamment, s'il y a eu des cas de vol, ça pourrait être jugé comme relevant d'un motif réel et sérieux. Mais là, la jurisprudence est généralement très attentive à ce que ces systèmes ne soient pas déraisonnables, ne soient pas en tout cas placés de manière déraisonnable, encore une fois, pour ne pas avoir pour objectif principal de contrôler le rendement ou la productivité des employés. Donc la question, encore une fois, de l'utilisation avancée de systèmes pour protéger la santé des employés, est-ce que de tels motifs pourraient être avancés si par contre de tels systèmes d'informatique affective débouchaient ensuite sur des licenciements, la personne avec un score peu élevé de bonheur au travail qui serait exclue. Des situations difficiles, on peut en imaginer des tonnes, évidemment.
À garder en tête toujours que la surveillance doit respecter le droit à la vie privée et à la dignité de chaque employé, hein, et être exercée de bonne foi et de manière raisonnable, hein, c'est toujours un peu ces critères-là qu'on retrouve. L'employeur doit être en mesure toujours de démontrer qu'il a des motifs sérieux pour l'exercer, hein. Bon, là, rien de nouveau à cet égard. Je vous mets ici un petit exemple de l'entreprise TerraMind, hein, avec ses systèmes logiciels, sa solution logicielle d'employee monitoring, avec un tracking en temps réel, bref, tout un tas de solutions qui seraient a priori, donc, si en tout cas on a une lecture assez peut-être un petit peu plus étendue de la jurisprudence, mais à mon avis l'écart n'est pas si énorme à faire, de tels systèmes seraient probablement donc exclus en droit québécois. Évidemment, il faudra toujours attendre une jurisprudence à cet égard, hein, pour pouvoir en narguer de manière précise. On est toujours un peu dans cette dimension prospective un petit peu délicate pour ce cours. Ce qui est certain par contre, c'est l'usage de tels systèmes a probablement des répercussions sur le comportement des employés, hein, qui ne peuvent en tout cas travailler de façon naturelle s'ils se savent constamment évalués par la hiérarchie, même si c'est soi-disant pour mettre de l'avant, pour en tout cas favoriser leur bien-être. Je sors maintenant de la question de l'utilisation d'informatique affective pour aborder une autre dimension du monde du travail qui est un petit peu exclue du cadre juridique, mais qui est néanmoins importante à garder en tête pour les termes du débat. C'est la notion de digital labor, de travail digital. J'aime pas beaucoup ce terme de digital, hein. Généralement, on a tendance à exclure ce terme de digital dans la sphère francophone, parce qu'on estime que c'est pas parce que... le digital, c'est ce qui relève de l'utilisation des doigts, puis le numérique, c'est pas du tout ça. On parle plutôt donc de travail numérique, mais le terme est problématique. Le digital labor, c'est un ensemble l'ensemble des pratiques qui relèvent de ce que Antonio Casilli et Dominique Cardon, qui sont deux sociologues, appellent en gros ce travail gratuit que nous faisons toutes et tous sur Internet, sur le web, sur les différentes plateformes, lorsque nous cliquons, nous likons, etc., et qui donne une plus-value énorme à ces entreprises, qui fait partie d'un écosystème beaucoup plus grand de ce capitalisme de la surveillance qu'a analysé Shoshana Zuboff dans son ouvrage The Age of Surveillance Capitalism. Je vous lis la définition du digital labor pour Dominique Cardon et Antonio Casilli. C'est vraiment ce terme-là, hein, qui dessine ce phénomène, même en français. Par digital labor, nous désignons les activités numériques quotidiennes des usagers des plateformes sociales, d'objets connectés ou d'applications mobiles. Néanmoins, chaque post, chaque photo, chaque saisie et même chaque connexion à ces dispositifs remplit les conditions évoquées dans la définition. Produire de la valeur appropriée par les propriétaires des grandes entreprises technologiques, encadrer la participation par la mise en place d'obligations et contraintes contractuelles à la contribution et à la coopération contenues dans les conditions d'usage générales d'usage, mesurées moyennant des indicateurs de popularité, réputation, statut, etc. Ces activités numériques quotidiennes, pour certains, relèveraient donc d'une forme de travail gratuit, et serait à ce titre problématique. Je ne vais pas plus m'appesantir là-dessus, hein, on est totalement en dehors du champ du droit, même si pour certains analystes, ce travail gratuit devrait être ramassé, en tout cas rentrer dans le giron juridique positif. Dans
tout ce cadre général de l'introduction des systèmes d'intelligence artificielle dans le monde du travail, on a un certain nombre de conséquences qui sont analysées à la fois par des sociologues, Antonio Casilli, Cardon en font partie, mais on a également des recherches, notamment, là je vous mets l'exemple d'un document qui s'est appelé assez étonnamment document de travail généraliste à vocation pédagogique. Il y avait un refus total d'appeler ça un rapport, ce que j'ai trouvé assez curieux. Mais bref, un document de réflexion intitulé « Les effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail » qui a été publié par la Commission de l'éthique en sciences et en technologie en 2019 et qui s'interroge sur un certain nombre d'éléments qui tend à pointer la nécessité d'une adaptation du droit du travail aux solutions d'intelligence artificielle. Il ne dit pas évidemment de quelle manière le faire, cette question est tout à fait laissée de côté. On s'entend qu'évidemment ça va pas être réglé tout de suite, puis ça appelle un certain nombre d'analyses et de travaux à venir. Un point intéressant sur lequel s'interroge le rapport, c'est la question du sens du travail et la question de la dimension sociale du travail. Je cite le rapport: « L'intelligence artificielle, en permettant l'insertion des robots collaboratifs et en facilitant l'arrivée des robots comme collègues de travail, pourrait grandement participer à réduire la dimension sociale du travail. » On retrouve une comparaison qui est faite avec des éléments qui sont sortis de la Déclaration de Montréal, notamment que l'intelligence artificielle ne devrait pas favoriser l'isolement des personnes. On estime également dans ce rapport que l'introduction des systèmes d'IA et de robots aurait potentiellement pour effet de limiter la capacité de négociation du salarié sur ses conditions de travail et réduirait l'importance des droits collectifs, voire nous éloignerait de la notion de salariat. On retrouve un petit peu les dynamiques telles que je les ai énoncées dans la première capsule. Encore une fois, dans ce contexte de mobilisation complète des individus qui seraient donc mis en concurrence avec des systèmes robotisés. Ce qui est l'argument d'ailleurs de certains observateurs, que je ne partage absolument pas. Si vous écoutez des personnes assez catastrophistes comme Laurent Alexandre, qu'il ne faut pas trop écouter, d'ailleurs je vous le déconseille, ça peut être assez vite décérébrant, mais pour lui il faut tout simplement que l'être humain se mette directement en compétition avec les systèmes robotisés, que c'est le seul moyen de se protéger en tout cas de la mainmise de certaines grandes nations qui vont ne pas hésiter à utiliser de tels systèmes. On rentre encore une fois dans des questions politiques sur lesquelles je vais essayer de pas trop m'étendre. Je vous ai mis pour les deux dernières slides de cette capsule la photographie de Bernard Stiegler, qui est malheureusement récemment décédé, mais qui est un chercheur que j'ai déjà cité un petit peu en partie, qui a beaucoup réfléchi à la question du travail et de l'automatisation, et qui fait dans un certain nombre de travaux qu'on retrouve en filigrane, notamment le travail, la soif et la liberté, le travail et la soif de liberté, de Denis Penel, la distinction entre emploi et travail. Je vous avais dit en début de séance que le dernier rapport de l'OCDE soutient qu'il y aurait à peu près 20% donc, des emplois qui seraient au risque d'automatisation, ce qui ne veut pas dire évidemment une augmentation tout à fait corrélée du chômage, mais ça aurait quand même nécessairement évidemment un impact sur les chiffres de chômage dans les années à venir. Bernard Stiegler sur ce point est assez catastrophiste. Pour lui, l'automatisation en marche signifie ce qu'il appelle la fin de l'emploi. Il en parle de manière assez intéressante dans un certain nombre de capsules vidéo.
Et il dit que le partage des fruits de la croissance sous forme de pouvoir d'achat, redistribué sous forme de salaire, ça serait fini. C'est ça qu'il entend par emploi. Mais pour lui, ça pourrait signaler également le début de quelque chose de nouveau, qui est le travail. La définition qu'il donne donc, de cette distinction, c'est tel que tel. L'emploi, c'est ce qui s'est développé depuis 2 siècles et qui progressivement a détruit le travail. Le travail, ce n'est pas du tout l'emploi. L'emploi, c'est ce qui est sanctionné par du salaire et c'est ce qui permet de redistribuer le pouvoir d'achat. Le travail, c'est ce qui fait qu'on se développe en accomplissant quelque chose. Donc distinction emploi-travail assez intéressante. Pour lui, le travail, c'est quelque chose dont on a énormément besoin. On a besoin de travail pour jardiner, pour améliorer l'éducation, pour donner du temps auprès des personnes âgées, etc. Enfin bref, des enfants, bref, tout un tas de critères qui ne sont pas du tout sanctionnés par un salaire, mais dont on a besoin pour à la fois se développer et pour développer la qualité de vie. À l'inverse de cet argument de l'automatisation qui va faire disparaître l'emploi, on a ce qu'on appelle l'argument historique, qui observe au contraire que les développements technoscientifiques des derniers siècles n'ont pas eu du tout les effets présentés à l'époque comme délétères. On a argumenté notamment que la voiture allait supprimer toute l'industrie autour du cheval, qu'il y aurait plus notamment de maréchaux ferrants, que ça allait créer énormément de problèmes. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Il y a moins de maréchaux ferrants, mais il y a plus d'emplois. Plusieurs analyses peuvent être lues sur ce point si ça vous intéresse, Castro et McLaughlin de 2019 ou un rapport du Pew Research Center de 2014. À noter que ces enjeux d'automatisation et d'automation sont actuellement envisagés dans un document qui est la stratégie nationale sur la main-d'œuvre de 2018-2023 établie par le gouvernement du Québec. Voilà, je ne vais pas plus m'appesantir sur ce point. Je vous enjoins donc de me retrouver évidemment dans la séance synchrone qui permettra, je l'espère, de remettre un peu plus en question un peu tous ces enjeux qu'on a vus assez touffus, différentes dynamiques à l'œuvre dans cette question complexe de l'IA dans le monde du travail, et où tout est évidemment loin d'être géré par le droit. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine.